Décidément, Sartre est plus n'importe qui que n'importe qui. Eh bien, vous comprenez, quand je dis tout un homme fait de tous les hommes, ça vaut pour moi comme pour tous, et ça signifie par conséquent une telle communauté en profondeur entre les gens que vraiment ce qui les sépare c'est du différentiel. Autrement dit, je trouve que il vaut mieux essayer de réaliser en soi, dans son aspect radical, la condition humaine, autant qu'on le peut, que de s'accrocher à une mince différence spécifique, que nous appellerons par exemple le talent, qui est un crime contre soi-même et contre les autres, parce que c'est s'attacher uniquement à ce qui sépare. En vérité, quand je dis que je suis n'importe qui, je veux dire les différences qui font l'objet de vanité, de recherche et d'ambition sont si minces qu'il faut vraiment être très modeste pour les rechercher. Et en même temps, on se mutile. Ce que je trouve au contraire, que je ne puis réaliser moi-même, parce que je suis, c'est ma contradiction bourgeois, c'est certains rapports extrêmes avec la mort, le besoin, l'amour, la famille, dans un même moment de danger, qui fait que, à ce moment-là, on touche à la vraie réalité humaine, c'est-à-dire à l'ensemble des rapports vécus à tous les termes limites de notre condition. Ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai eu respect pour les gens qui vivent dans ce domaine, par exemple, si vous voulez, pour ce qu'étaient des paysans cubains avant la Révolution. Dans la misère, dans la souffrance, à mon avis, ils réalisaient infiniment mieux ce que c'est qu'un homme, que M. de Monterland, par exemple. Et c'est ça que je veux dire. Cependant, je pense que dans ces conditions, être n'importe qui n'est pas simplement une réalité, c'est aussi une tâche. C'est-à-dire refuser tous les traits distinctifs pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Et on ne peut parler au nom de tout le monde que si on est tout le monde. Pas chercher, à la manière de tant de pauvres mes confrères, le surhomme, mais au contraire, être le plus homme possible, c'est-à-dire le plus semblable aux autres. Donc il s'agit en effet d'une tâche. Autrement dit, je suis complètement d'accord avec un des idéaux de Marx, qui veut que lorsque un bouleversement de la société aura supprimé la division du travail, il n'y aura plus d'écrivains d'un côté, attachés à leur petite particularité d'écrivain, à leur petit talent d'écrivain, et puis de l'autre, des mineurs ou des ingénieurs, mais qu'il y aura des hommes qui écrivent, et qui par ailleurs font autre chose, mais qui écrivent en ce moment. Parce que l'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine, c'est l'usage du langage pour fixer la vie, c'est donc une chose essentielle. Mais elle ne doit précisément pas pour ça être confiée à des spécialistes. Elle est actuellement confiée à des spécialistes en fonction de la division du travail, mais dans la réalité, il faudrait concevoir des hommes qui seraient polyvalents. Je ne sais pas si c'est réalisable. Ça, c'est un autre problème. Je sais qu'en tout cas, nous devons essayer, chacun individuellement, les écrivains, par exemple, de penser les choses comme ça. Et le prix Nobel de littérature aurait été une distinction. Le prix Nobel de littérature aurait été précisément une petite distinction, un petit pouvoir, une séparation. Moi, je n'ai de rapport qu'avec mon public. Mais est-ce que vous auriez accepté, Sartre, le prix Nobel de la paix? Non, pas plus que le prix Nobel de littérature. Ce que j'aurais accepté avec reconnaissance, c'est le prix Nobel au moment des 121. Parce qu'à ce moment-là, je n'aurais pas considéré comme me distinguant, mais comme une preuve de solidarité dans des pays étrangers touchant une action radicale contre la guerre. À ce moment-là, oui. Mais je n'aurais pas considéré comme étant à moi. Comme un acte politique. Comme un acte politique. Et Nobel de littérature ou Nobel de la paix? Peu importe à ce moment-là. Ça aurait été quand même, bon. C'est ça, ça aurait d'ailleurs résolu
Contradiction. La contradiction, absolument. Mais précisément pour ça, on n'a pas donné à ce moment-là, mais cette contradiction n'est pas possible à résoudre. Dans Les Séquestrés d'Altona, votre pièce, il y a un personnage, le père, qui est chef d'un grand empire industriel et qui dit à peu près ceci, parlant à son fils, à qui il a décidé de léguer son empire. Il lui dit, voilà longtemps que je ne décide plus rien, je paie des gens pour me faire connaître les ordres que je dois donner. À cette différence près que vous ne payez personne, quel est actuellement votre pouvoir de décision par rapport à la personnalité Sartre telle qu'elle est constituée aujourd'hui? Il est de plus en plus mince. Vous comprenez? Au fond, d'une certaine manière, ça revient à dire, comme Valérie, on est plusieurs Socrates et l'on meurt un seul. Il y a des possibilités qui disparaissent. Seulement, ce qui est plus compliqué qu'il ne le dit, c'est que c'est pas seulement le poids des choses faites et dites qui diminue de plus en plus la liberté de décision, mais c'est aussi le poids des choses faites et dites dans la mesure où les autres leur prennent et vous constituent comme une certaine personnalité. Il est très certain que quand j'avais 8 ans et que j'ai décidé d'écrire, je ne voulais pas être un intellectuel. Je ne savais même pas ce que c'était. Je voulais être un écrivain. Mais, évidemment, le choix, comprenez en germe, une nouvelle décision qui m'a fait devenir très tôt intellectuel et choisir vers 18 ans la philosophie, en même temps que la littérature. Mais ensuite, il est certain que le début de mes travaux ne débouchait pas sur la politique, ne débouchait même pas sur l'humanisme. C'est la période que le Castor a racontée dans La force de l'âge. Et puis, après, monde a fait qu'il a fallu s'engager dans la résistance, par exemple, ou en tout cas avec la résistance, qu'on a pris une première position politique. Et il est arrivé que, poussé par ce courant, j'ai fait une conférence en 1945 qui a déçu énormément de gens qui avaient lu La nausée et que j'avais intitulée « L'existentialisme est un humanisme ». Cette conférence est mauvaise, mais c'est pas ça qui les scandalisé. Ce qui les scandalisé, c'est que j'avais été amené par une suite de postes de position d'engagement successifs à renier, selon eux, ce qu'il y a de non-humanisme dans La nausée. Alors ce que je considérais comme un progrès était pour eux une sorte de recul. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire que je me suis trouvé écrire des choses, puis j'ai vu des gens qui venaient et qui me disaient, au nom de ce que vous avez écrit, vous ne pouvez pas ne pas faire telle chose. Et quand c'était vrai, j'adhérais. Bref, ça a continué. Et puis, au fur et à mesure, chaque fois que j'écrivais, on me demandait quelque chose en fonction de mes écrits, en disant, mettez votre pratique en accord avec vos actes. Et je le faisais, et je me suis trouvé ainsi, à un moment donné, constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi, qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers. Par exemple, je vous dis, je voulais être écrivain, je ne voulais pas être intellectuel. Je voulais être intellectuel, je ne voulais pas être politique. Mais que je suis obligé d'assumer, finalement, parce que ça, c'est moi pour les autres. Et comme moi pour moi, ça n'existe pas. Pas plus que pour les autres. Ou alors c'est une torture. Le moi pour moi, c'est vraiment le malheur. En fait, donc, je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés. Et qui décide en dehors de moi très souvent. Car en effet, si j'ai pris part à un certain type de manifestation pour telle question politique, je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève au fond des mêmes questions fondamentales. Me voilà donc, comme ça, m'échappant. C'est ce que j'appelle dans la critique de la raison dialectique la montée du pratico-inerte. C'est-à-dire que tout ce qui a été choix libre devient ensuite un conditionnement matériel, inerte, n'est-ce pas? Tu as fait telle chose à telle époque, et bien, bon, c'est là. Et il faut se définir par rapport à ça. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. Mais je pense que finalement, c'est ce qui arrive à tout le monde, si vous voulez.
C'est-à-dire, hein, c'est le vieillissement. C'est-à-dire que Horst a fait un très bon article là-dessus dans les temps modernes, qu'il a signé Gorce, que je crois. Il y a un vieillissement social qui n'a rien à voir avec le vieillissement psychologique ou physiologique. C'est tout à fait autre chose. C'est le fait que, par exemple, lui disait, maintenant, je n'ai plus l'âge où je peux changer de carrière parce que je suis trop vieux pour que un apprentissage long soit rentable. Donc, je n'entrerai pas dans telle carrière. Donc, je suis de plus en plus confiné à la mienne. Finalement, c'est ce qui m'arrive aussi. Il m'arrive aussi, j'ai renoncé de très bonne heure à mes rêves d'être danseur de cordes, que j'ai eu quelquefois vers 8 ans, sans gêne. Je dois également renoncer, finalement, à être autre chose que cette espèce de composé hybride de ce que j'ai voulu être, de ce que les autres m'ont fait.